Mesdames et messieurs, en direct de Paris, voici Vendredi Ciné. Avec Jade Baltard. On se désolidarise complètement. Romain Aublin. À la fois, c'est très grave ce que j'ai vu. Le film, c'est du n'importe quoi. Lucas Baltard. C'est voulu pour être cringe, mais moi, je suis là dans mon siège comme ça. Avec son incroyable présentateur, Elliot Jaco. Macron suprême. Vendredi Ciné, c'est parti. Bonjour à tous. Merci de nous écouter en ce beau mois de février. Je vous rassure, vous ne regretterez pas cet épisode. On vous a prévu plein de choses, des films trop chouettes, des chroniqueurs trop chouettes, et Lucas, qui ne sera peut-être pas aigri aujourd'hui. Je serai un peu aigri. Ah, mais moins que d'habitude. Dommage, moins que d'habitude. Ouais. Mais avant ça, on peut faire un petit tour des actus. En ce moment se tiennent de nombreuses cérémonies pour fêter l'entre-soi du 7e art et se récompenser mutuellement, afin d'oublier qu'on est des bourgeois déconnectés. Mais la cérémonie qui m'intéresse, c'est les Astra Awards. En effet, lors de la 9e édition, Indy, le chien dans le film Good Boy, a reçu le prix de la meilleure performance dans un film d'horreur. On n'a pas assez parlé de ce film, donc je propose qu'on en parle dans ces actus. Moi, j'ai mis une étoile sur Letterboxd, donc je pense que j'en ai assez parlé. Alors c'est pas nouveau que nos amis canins soient récompensés dans de grandes cérémonies. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu en France, par exemple en 2020 au César, quand la meilleure réalisation est attribuée à Roman Polanski. Gros chien lui, gros chien. Mais c'est pas cool pour les chiens, je trouve, cette phrase. Moi, ce qui me fait de la peine, c'est que dans le cadre donc des Astra Awards, c'est que dans la même catégorie, t'avais des acteurs comme Alison Brie ou bien Ethan Hawke. Donc Ils ont perdu face à un chien. T'as perdu. Après, c'est vrai qu'il jouait super bien. C'est vrai qu'il joue très très bien, mais imagine, tu commences très jeune dans le théâtre, tu sacrifies tout pour obtenir des petits rôles, puis après tu prends des risques pour continuer, perdurer dans le 7e art, pour au final perdre parce qu'il y a un chien qui est juste trop mignon. Et si c'est ça, maintenant les critères aux cérémonies des Astra Awards et même aux cérémonies de récompense, bon bah Jordan Bardella, on serait déjà à 3 Oscars. Parce que c'est un énorme chien. Comment ça va tout le monde ? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait d'épisode classique. Oui, c'est vrai, ça fait un moment. On a fait leur série, une petite pause. Donc, Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Avant de commencer l'épisode, n'oubliez pas, je vous le dis à vous en fait, ouais. pas aux auditeurs, c'est ça. de nous noter 5 étoiles oui, sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Cela permet de mettre en avant le podcast, ça nous aide énormément. Et si vous voulez encore plus de contenu, vous pouvez nous suivre sur Instagram et TikTok à @vendredi ciné. Et parce que le cinéma se lit aussi, n'oubliez pas le site internet vendrediciné.com sur lequel vous pouvez retrouver tout plein de critiques chouettes et aussi dont celle de Jade. Et je le dis pas assez, mais tous les épisodes du podcast sont gratuits et sans pub sur le site internet. Donc si vous en avez marre des pubs, vous pouvez nous écouter sur notre site. Maintenant que c'est dit, place à l'épisode. On va vous rappeler vos meilleurs souvenirs de cours de sport au collège avec Marty Suprême, avec un pongiste prêt à tout pour réaliser son rêve. Je n'essaie pas de te contrôler, Marty. C'est inacceptable! Inacceptable! Mais je crois que tu ne comprends pas les enjeux. Tu n'as aucun pouvoir ici. Marty Suprême, réalisé par Josh Safdie, avec Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow et Odessa A'zion. Marty Moser, un jeune homme à l'ambition démesurée, a une double identité. À New York, il est vendeur de chaussures et a une vie amoureuse compliquée, alors qu'à l'étranger, il est le plus grand joueur de ping-pong au monde. Mais cette deuxième vie est menacée quand arrive sur le circuit un nouveau joueur, Koto Edo, un joueur japonais sourd, mais avec une technique irréprochable. Bah écoutez, moi déjà Marty Suprême, je vais commencer par dire que c'est un film que j'ai bien aimé, que j'attendais, et que tout le monde me disait mais Lucas, c'est un biopic, mais tu vas pas écrire un biopic. Je disais, mais non, c'est pas le cas. Et la venue de parce que je bosse chez Quotidien, je vais pas faire la pub, mais je bosse chez Quotidien un petit peu. Mais du coup j'étais au plateau quand Timothée Chalamet est passé, et moi ce que le mec dégageait, c'était un pur amour pour le cinéma, tu vois. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il disait que lui, il avait produit le film parce que pour lui, Marty Moser, bah, c'était lui. C'était un jeune gars qui essayait de percer alors que personne ne le voyait aller jusque-là. Et lui, en tout cas, il s'identifiait vachement à ce personnage. Et il disait que oui, certainement, vu de l'extérieur, quand il essayait de percer, d'accomplir son rêve, et ben, il devait passer pour un sacré connard. Et pour revenir sur le film, moi, les choses qui m'ont le plus plu, déjà, on avait un petit peu parlé, Elliot, c'est le rythme, que je retrouve, qu'on pourrait vachement comparer à Uncut Gems. Et pour moi, c'est un peu la même chose. Le pitch, pour moi, c'est un peu deux personnages qui essayent de sortir de la tête de l'eau. Et d'ailleurs, c'est deux personnages qui cherchent une certaine somme d'argent. Comment ils vont la trouver, etc. Et l'idée de ce rythme-là, c'est d'ailleurs que tu ne puisses pas respirer. En fait, ça c'est va ça, tellement exactement. vite que t'es Il n'y a pas de temps l'eau, mort. voilà.
Il y a pas de moment où on va dire c'est sur 2h30 les gars. Donc ça veut dire qu'il y a pas de moment sur 2h30 où on va se dire ok, petite pause là, tranquille, Jamais. tu vois. Ce qui est encore plus dur à faire que pour Uncut James, parce que Uncut James, il y avait quand même ce côté un peu presque intimiste, dans le sens où c'était vraiment dans des espaces très restreints. Enfin, il y avait peu de décors, ce dont je me souviens. Alors que là, on bouge tout le temps. Enfin, je trouve que c'est encore plus dur de maintenir ce rythme et cet étouffement dans la multitude d'espaces et de temporalité que contient le film. Ah bah oui, complètement. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, même si on voyage énormément au Japon, etc., le mec va prendre l'avion, etc., tu vas jamais voir de plan large, décollage d'avion, plan large, atterrissage d'avion. Non, c'est... Le mec arrive tout de suite, je sais pas, ça peut être dans un pays, il sort de l'avion, hop, on arrive sur un plan serré, tu vois, et il y a rarement de... Enfin, c'est pas filmé en mode master champ contre champ et tout. On est tout le temps sur des gros plans. On est tout le temps sur une caméra qui est mobile. On est tout le temps sur Marty Mauser. Aussi, tu vois. C'est vraiment le but du même film quand tu vas aussi. toutes les actions, en fait, tu vas être vachement proche des personnages, etc. Et même si on voyage beaucoup, c'est quand même sur des petits espaces à New York où c'est quand même des villes où t'as des petits apparts, tu vois, donc on arrive à se servir de cet environnement comme ça. Et moi, le film, il m'a vraiment fait penser à un film aussi dont on a parlé ici en podcast sur un hors-série qui était Macadam Cowboy, sur la façon de filmer New York un peu, sur le New York des années 50 et tout, où c'est cracra, quoi, où c'est vraiment dégueulasse et tout. Et ça, je pensais plutôt à Rocky, sachant qu'il a la même construction narrative que Rocky. Donc, pour moi, c'était plutôt ça la référence. Mais vu qu'on avait parlé de Macadam Cowboy il y a pas longtemps, ce que je voulais dire, c'est que ça me fait penser aussi à pas mal de films du nouvel Hollywood, où t'as parfois des moments qui dégénèrent de fou. Et là, tu dis vraiment, le film, t'es complètement accroché. Et parfois, il y a vraiment une dinguerie qui va sortir. Et j'ai envie de rien spoiler parce qu'il y a vraiment des moments qui sont hyper inattendus. Moi, le film, il me surprend constamment. Ce que j'ai trouvé aussi très intéressant pour finir, c'était ce personnage de Martin Hauser que Jade dit qu'elle a adoré détester. Mais moi, j'ai beaucoup d'empathie pour ce gars-là. Parce que c'est un gars qui est vendeur de chaussures à la base. Et qu'on n'arrête pas de dire, mais ouais, mais t'es doué pour ça. Mais attends, tu pourrais carrément être tranquille, être vendeur de chaussures et tu vois, avoir un salaire et tout machin. Et lui, il veut être champion de ping-pong et c'est un truc qu'on peut respecter, tu vois, de dire, ok, tu veux pas rentrer dans le moule, quoi, finalement. Et pendant tout le film, tu vas avoir des gens qui vont lui dire, mais comment tu fais pour payer le loyer? Comment tu vas faire? Tu sais pas être adulte, quoi. De faire ce que tu fais, de vivre au jour le jour, tu vois. Pour moi, ce qui le rend encore plus empathique, c'est cette idée que donc il est champion du monde. Mais en fait, dans son pays, il n'est personne, quoi. Parce que le ping-pong n'est pas installé aux États-Unis. Alors, il n'est pas champion du monde. Il fait partie des plus grands joueurs. Voilà, oui, mais il a justement pas ce titre-là. Oui. Mais du coup, c'est l'un des plus grands joueurs au monde. Il est respecté dans son domaine, mais aux États-Unis, il n'est personne. Oui. Et je trouve que, tu vois, le fait qu'il n'ait pas de reconnaissance et quand il va affronter, par exemple, Koto Edo, lui, il a tout le Japon derrière lui, il a tout un pays, et lui, il est tout seul à représenter les États-Unis et il est littéralement tout seul à jouer, quoi. Et en même temps, il y a beaucoup, et je m'arrête là, mais il y a beaucoup de lectures à faire par rapport à qui est Marty Mauser, donc, et pourquoi lui il est tout seul, et je trouve qu'il y a vraiment à analyser le film et il serait hyper intéressant d'approfondir et tout, mais là le but c'est de donner envie déjà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un divertissement qui est génial et un film qui est vraiment, pour moi, c'est du grand art. Vraiment, c'est vraiment, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça génial, quoi. Uncut James, qui est le précédent film du réalisateur. Des réalisateurs. Avec son frère. Des réalisateurs. Ben Safdie et c'est John là qui réalise. Josh. C'est un rythme dès le début qui est très soutenu et au final, au fur et à mesure, tu t'y fais. Et même c'est dans le propos du film où plein de personnages vont essayer de rattraper Marty Mauser, essayer de le mettre dans des cases. Mais lui, il va trop vite pour les gens, pour son entourage, notamment pour sa copine. Et même nous, du coup, on essaye de le rattraper à chaque fois, mais il a toujours 3 longueurs d'avance. Tu sais pas ce qu'il va faire. Et donc, je trouve cette idée géniale. Et dès la bande-annonce, déjà, je me disais, c'est marrant, c'est construit un peu comme un film de boxe. C'est vrai que le film va beaucoup reprendre Rocky, qui est un film que j'aime beaucoup. Et notamment sur la critique du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de ping-pong, mais dans Rocky c'est pareil, genre t'as 2 matchs de boxe et après c'est de l'errance, et là c'est un peu ce qui va se passer. Également le ping-pong va être plus un prétexte, ça va être un film sur le ping-pong, vous n'avez rien à prendre sur ce sport, et pourtant c'est le plus grand film de ping-pong que j'ai jamais vu. Il y a combien de films de ping-pong aussi, 2 dans leur catégorie. Parce que rien que sur ces scènes de ping-pong,
il le rend spectaculaire, quoi. Et je trouve ça dingue. Moi, je suis accroché à mon siège avec beaucoup de tension et il fait des trucs mais spectaculaires. Et je me dis, mais comment t'arrives à filmer ça? Mais le mec, il a travaillé son découpage, sa mise en scène pour arriver à un stade où il réussit à me rendre le ping-pong passionnant, alors que c'est vraiment des raquettes miniatures et une petite balle, quoi. C'est ça. Parce que je me posais la question de comment il faisait et tout. Et il n'y a pas de balle, en vrai. Il rajoute la balle. Ouais, c'est malin. Obligé. Oui, parce que je me disais, mais comment Timothée Chalamet fait là? Genre, Bah, tu peux pas, en fait, enfin, je m'en Je souviens. disais, c'est pas possible de prévoir à l'avance les points. Ouais. C'est ça, on avait cette discussion avec Lucas et je me disais, mais donc avant de voir le film, hein, je me disais juste, mais pour moi, le ping-pong, ça doit être un des sports les plus difficiles à filmer parce que justement, il y a ce côté trop imprévisible. Enfin, tu peux pas faire une chorégraphie de ping-pong en fait. Oui, c'est sûr. Et du coup, tu peux sans la balle, tout simplement. Mais oui, c'est hyper malin et c'est vrai que j'avais beaucoup d'attentes aussi là-dessus, sur comment on arrive à filmer ce sport. Et le peu de scènes qu'il y a, je pense que n'importe qui était un peu curieux de ça sera très, très content. Et de ça. notamment, le climax du film, ça va être un match de ping-pong. Et là, comme tu as toutes les tensions de l'errance du personnage, parce que lui il va se battre pour essayer d'arriver jusqu'à ce match, j'arrive plus à respirer, quoi. C'est ce que tu dis, je reste cramponné à mon siège parce que l'idée qu'il puisse perdre ou gagner, enfin, en gros, c'est une idée qui est terrifiante et qui, dans tous les cas, tu sais qu'il va perdre. Et ça, mais c'est une idée que je trouve géniale. Et à la fin, c'est trop bizarre parce que, genre, je pleure et en même temps je rigole parce qu'il fait une petite blague et du coup j'ai traversé tellement d'émotions que je vous encourage juste à voir. Et comme l'a dit Lucas, il y a plein de thématiques qui sont à aborder et notamment il y a tout un contexte politique que le film veut retranscrire. Et du coup, c'est quelque chose que je vois dans le film, mais au final, je suis beaucoup plus sous l'eau à essayer de respirer, à suivre ces personnages que l'analyse, je l'oublie même, tu vois. Et ça, c'est. Ce qui est génial, je pense. Ouais, que... c'est très rare qu'un film réussisse à faire ça. Donc, franchement, chapeau les artistes. Ouais, quand on est tout juste, enfin, quand le film se finit et que le générique de fin commence à se dérouler, première chose que je dis à Lucas, c'est. Ok, genre là, on a de nouveau un grand film hollywoodien. Tu vois. Ça faisait longtemps qu'Hollywood m'avait pas fait ressentir tout ça et qu'en fait, il y a justement tout ce mythe-là qui a existé pendant très très longtemps de un grand réalisateur, il va à Hollywood pour faire des grands films et pour justement avoir avoir des gens qui investissent énormément d'argent sur ces films et pouvoir faire plein de choses. Là, je me suis dit, putain, c'est à ça que sert Hollywood. Et c'est grâce à ça qu'on a pu avoir Marseille Suprême. Et j'en suis extrêmement contente. Et effectivement, je trouve que c'est un film qui déjoue énormément nos attentes. Enfin, pendant un long moment, tout le monde pensait que c'était un biopic. Ouais, moi je croyais ça. Voilà, mais parce que la bande-annonce te fait un peu penser mais après, ça. mais c'est déjà une base, quoi. Oui, c'est inspiré. Vraiment, les gars, mec, il s'inspire pas du tout de l'histoire de qui que ce soit, en tout cas. Oui. Non, mais le personnage est inspiré quand même d'un genre de ping-pong américain. Oui, non, mais après, l'histoire, ils prennent le style, il y a effectivement un vrai joueur de ping-pong qui s'amusait à, comme on voit à un moment, Marty Moser souffler sur la balle pour la renvoyer. Ça, il y a vraiment un gars qui le faisait et tout. Il y a vraiment un gars qui faisait des tricks avec sa raquette. Mais ça se passe pas on s'est pas inspiré d'un gars qui a grandi dans le New York des années 50 pour, tu vois. Oui, c'est pas un biopic. L'histoire n'a jamais, n'appartient à personne. Oui, c'est des petits éléments comme ça qu'ils ont pris, mais que. Ouais, Et donc, mais donc je pense que ça faisait un peu partie du truc, même encore une fois dans la bande-annonce, dans la promotion, etc., de te faire un peu avoir ce doute pour encore plus déjouer tes attentes derrière. Parce que au final, on a un film qui est, comme tu disais Lucas, un peu vraiment héritier du nouvel Hollywood. Et là, c'est différent et c'est des trucs où à tel moment tu dis ok, en fait c'était ce petit truc là en fait qui va l'aider et c'est bon, là il va réussir à trouver la somme d'argent. Il y a tout un truc avec un collier par exemple, enfin même plusieurs moments avec un collier où tu dis ok, c'est juste ce truc là, ce petit coup de pouce là qu'il lui fallait, et puis après il va réussir à faire son truc et machin. Et t'as toujours des choses qui lui mettent des bâtons dans les roues, et souvent lui-même en fait. Et c'est ça qui est assez fou parce qu'il en veut tellement plus. Enfin voilà, il y a notamment vraiment une scène qui me reste en tête par rapport à ça, avec Gwyneth Paltrow et un collier.
où c'est lui en fait, enfin où on est, il veut tellement plus avec elle et tout que ça lui coûte que Et ça lui même il y a coûte une beaucoup. histoire avec un chien Voilà. qui après on va Pareil. l'oublier et en fait ça va revenir plus tard, ça va avoir une vraie importance dans le récit. Exactement, chien, parce que sur le moment, il a pas fait ce qu'il fallait. Ouais. Et c'est toujours ça. Et en fait, du coup, il y a ce côté, ouais, enfin, c'est un loser magnifique, quoi, Marty Mauser. Il y a vraiment ce truc où, effectivement, vu toutes les erreurs qu'il fait dans la vie et tout ce qu'il fait, il s'en fout des dommages collatéraux derrière lui. Bah, ça fait qu'effectivement, moi, j'adore le détester. J'adore. Oui, il dit que il faut qu'il y ait des sacrifices. Sauf Et en fait, que les c'est jamais sacrifices, lui. c'est jamais lui. Ouais, c'est tout son entourage qu'il va sacrifier, quoi. Donc, Exactement. Et ça, un personnage comme ça qu'on suit tout du long d'un film, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça. On n'avait pas eu cette prise de risque-là, de dire, bah ok, voilà, c'est lui votre protagoniste et, et vous allez aimer le suivre et vous allez vouloir savoir ce qui se passe pour lui. Et effectivement, même s'il m'est absolument insupportable, bah, j'ai envie de savoir ce qui se passe pour lui. Pas forcément même qu'il gagne ou qu'il réussisse, mais juste savoir ce qui se passe. Bah, et juste... Après, de mon côté, comme il se prenait vraiment, à chaque fois il s'enfonçait de plus en plus, je me disais, je veux au moins qu'il ait une victoire, un truc. bien sûr. J'essayais au moins, et je me disais à chaque fois pendant le film, s'il te plaît, film, laisse-le gagner un truc, une petite victoire au moins. Et voilà. ouais, Après, je on suis n'a pas de totalement doute d'accord. sur lui du fait qu'il est fort. Oui. Tu vois, que une fois qu'il a ses chances contre son némésis, tu vois, Ouais. on n'a pas de doute sur le fait que voilà, au ping-pong il est trop fort et tout. On a des doutes sur le Ouais, fait mais- que Il ça puisse y Ouais, mais arriver. quand même- humain et, Oui, bien sûr. qu'il arrive à ce stade-là, quoi. Mais Oui, mais il y a quand même ce truc où tu te dis, bah ouais, c'est quand même beaucoup une question de contexte. Et personnellement, je me posais quand même la question, notamment par rapport à son Némésis, que tu comprends être extrêmement fort. Mm. Tu te dis, bah ouais, est-ce que vraiment il peut le battre? Est-ce que vraiment il a ce talent-là? Et ça reste quand même un problème dans le film que le film Oui, te carrément. pose et tout. Et ça fait partie des réflexions. Mais voilà, c'est toujours ce truc de, en fait, selon le contexte qu'on te donne, notamment à la naissance, quoi, il y a ce truc vraiment de, peu importe le talent que t'auras, tu pourras pas forcément Réaliser ton rêve, ouais. réaliser ton rêve et À moins de ou te alors compromettre au système. Enfin, c'est ouais, exactement. En fait, c'est est-ce que c'est vraiment possible? Comment on peut le faire? Et enfin voilà, et c'est toutes ces questions que le Ouais. film se pose sans arrêt. Et vraiment, enfin, Bah, je c'est sais le pas, truc des- j'avais vraiment un plaisir à voir Marty Supreme que j'ai pas eu depuis très très longtemps devant un grand film comme ça. Sachant que son rêve, à chaque fois, il va le revoir à la baisse. Au début, son rêve, c'était d'aller au tournoi et prendre une suite de luxe et y aller en avion luxueux. Et à chaque fois, il va revoir à la baisse jusqu'à la fin, où c'est Juste être là, quoi. voilà, juste être là, être au Japon, quoi. Donc bon. Bah, toutes ces tentatives, et à chaque fois qui deviennent en fait des échecs, reviennent après, plus tard dans le récit. Et moi, ce que j'ai trouvé super intéressant dans la construction du film, dire que toutes les sous-intrigues qui sont au final, que tu pourrais penser comme des sous-intrigues, son affaire avec Gwyneth Paltrow, Le chien. le chien, le truc. En fait, tout a un rapport avec ce qui va se passer dans tout le récit. Pour la fin, tout aura servi pour une fois, parce qu'il y a beaucoup de films des fois qui ont peut-être des intérêts à t'emmener dans une piste et te l'effacer d'un coup d'un revers de la main. Alors que là, je trouve que tout sert pour l'entièreté du film et que tout est lié d'une bonne manière. Avec un mafieux. Le mafieux que je trouve... moi, je pense que c'est la meilleure partie avec ce mafieux et le chien, Ah ouais. l'histoire de ça. Puis aussi, ces liens dans le truc de ping-pong avec justement son meilleur pote, Ouais. avec qui ils vont faire les 400 coups un peu aux gens autour. Et donc, ces intrigues-là qui aussi sont liées, même avec l'histoire du chien. Il y a des parties aussi très drôles. Je veux dire que le film est quand même plutôt humoristique à certains passages. Moi, justement, la scène je m'attendais tellement pas à ça que j'ai explosé de rire et je m'attendais pas à exploser de rire dans la salle avec plein de gens au final.
dans l'hôtel. C'est vrai que les personnages qui, même autour, gravitent de Marty Mauser sont super intéressants. Ouais, sa copine, par exemple, c'est un peu la même chose, quoi. C'est un peu, les deux, ils sont un peu, enfin, ils vont tous les deux mentir. C'est hilarant, ça, hein. Ouais, l'histoire, c'est trop elle drôle, quoi. est, Et lui en veut pour ça. Comment t'as pu me faire ça? Mais d'ailleurs, ce qui est intéressant chez Marty, c'est que lui, il ment à tout le monde, mais dès le début, on nous montre que sa maman, elle arrête pas de lui mentir. Ça, c'est excellent. C'est excellent. Elle fait ah mais dis-lui que je suis à l'hôpital, dis-lui que tu vois. Donc il est en mode comme ça et on sent qu'il a été élevé aussi de cette manière-là et lui c'est comme ça qu'il reproduit ces gestes-là quoi. Ouais. Et de même manière, sa copine, je pense qu'elle a tellement vécu le truc avec Marty Mauser que derrière elle reproduit ces trucs-là. Ouais. Oui, en plus, ils disent qu'ils se connaissent depuis qu'ils ont 8 ans. Donc, c'est vraiment un truc, de la manière dont ils ont grandi. Effectivement. mais aussi parce qu'il fait que mentir, mais quand on lui ment, c'est la plus grosse des trahisons, quoi, presque, pour lui. Mais voilà, le film très beau et très grandiose au final. Parce que moi, je trouve que l'acting de Timothée Chalamet, il est dingue, quoi. Il a plein de choses à jouer. Et la dernière scène qui finalement devient un pinacle de tout le film, on n'avait jamais vu cette émotion-là sur le personnage qui vient clôturer en fait toute l'entièreté de sa palette qu'il a faite dans le film. Ouais, en fait, ce qui est dingue dans son jeu, c'est que du coup, il joue de manière très intense, mais surtout, comme il se passe plein de choses, il doit passer d'une palette d'émotions à une autre en très peu de temps et il y arrive très facilement et à chaque fois on croit en ce personnage. Et donc, très rapidement aussi, c'est ça. même dans les scènes elles-mêmes, il y a des passages où il peut passer de la confiance à d'un coup la peur, puis la tristesse en moins d'une minute. C'est hyper fort. Allez, c'est fini de parler du rêve américain et d'un film de sport. On va parler de toute autre chose avec un film avec Raphaël Quenard, Jean-Pascal Zadi qui ont tous les deux un rêve aux États-Unis et un autre sport. Quand on cartonnera et qu'on deviendra des grands agents NBA, on se dira putain, c'était mortel cette époque. Donc, Le Rêve américain, nouveau film d'Anthony Marciano. Jérémy et Bouna, deux outsiders sans réseau ni moyen, défient tous les pronostics pour réaliser leur rêve américain, devenir des agents qui comptent en NBA. Bon, alors, Le Rêve américain, déjà, c'est pas un film pour lequel j'ai voté. On m'a forcé à le voir. Je le tiens à dire. Bichette. Oh non, alors. Et non, mais je savais que ça allait pas me plaire. Bon, il y a des points positifs, j'y reviendrai plus tard. Ok. Ou alors vous voulez que je commence par les points positifs et après. Vas-y, ouvre le hamburger, vas-y. Je vais commencer par les points positifs que j'ai vraiment envie de dire et j'ai vraiment envie de souligner. C'est que bon alors il y a les deux acteurs que j'ai trouvé plutôt convaincants à ma surprise parce que Jean-Pascal Zadi, moi parfois il me convainc de ouf et je suis vraiment à fond avec lui. J'ai trouvé que la deuxième partie était plus intéressante que la première largement parce qu'en fait on nous montre vraiment la galère des gars. On nous montre vraiment à quel point c'est difficile et parce que de manière générale je pense qu'un biopic il se dirait ah voilà faudrait que ça aille assez vite tu vois, c'est ils commencent à faire leur truc, ça perce et là on nous explique bien dans le film que c'est plus compliqué que ça, que même quand une fois qu'ils ont placé des joueurs en NBA en fait c'est pas là où ils gagnent leur fric et que c'est pas la partie la plus, finalement tout ce qu'ils ont fait ils ont énormément galéré mais que c'était pas la partie la plus rémunératrice et que c'était même pas la partie la plus simple. Et donc ça c'est intéressant de montrer que il faut rester près des joueurs pendant un certain temps aussi pour pouvoir derrière faire leur beurre et vraiment pouvoir vivre de leur passion. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé intéressant qu'on montre les hôtels crades. J'ai trouvé intéressant qu'on montre que Raphaël Quenard il vit toujours dans un petit appart pendant longtemps avec un coloc, il est obligé de prendre un second boulot, etc. Et mine de rien, c'est des trucs qu'on voit pas assez souvent dans les films, surtout dans les films des biopics et tout, parce que les mecs ils sont quand même obligés d'aller aux US et de louer des hôtels qui craignent et tout. Et voilà, donc ça c'est vraiment des points positifs. Je trouve aussi qu'on montre la passion du basket. Les gars, tu sens qu'ils sont vraiment habités par ça et ça c'est plutôt bien synthétisé dans une scène au tout début où les mecs ils jouent au basket pour s'amuser et les gars ils sont en train de regarder là. Ok, donc on va faire 2 écrans et tout. Et là les autres ils sont en mode les gars, genre juste jouer avec la balle. On veut juste faire rebondir le ballon. Donc ça j'ai trouvé intéressant. Pour les points négatifs. Alors, déjà, moi le truc qui m'a le plus choqué, c'est certains effets visuels qui sont complètement éclataxes. Donc là, en fait, pendant un certain moment, on va essayer de replacer les acteurs
du film dans des images d'archives. Ah, moi, Ok. je trouvais ça bien. Et donc là, il y a des moments où juste ça marche pas. C'est juste, tu te dis, ah mais frère, mais c'est dégueulasse, c'est horrible. Oui, tu vois la différence entre images Tu d'archives vois, et... tu vois la différence, ils essayent de faire des. C'est hyper compliqué parce qu'ils essayent de faire des espèces de chant contre chant. À un moment, ils passent la balle à un gars du coup qui a vraiment joué. Enfin, il y a un acteur qui va passer la balle à un gars qui jouait dans l'équipe. On va dire dans les années 2000, tu vois. Donc, du coup, il a fallu incruster l'acteur dans cette équipe-là. Et là, tu te dis, ouais, d'accord. Mais l'idée, elle est pas mauvaise en soi. L'idée est très cool, mêler mais archives c'est très mal exécuté. Et ensuite, tu sens que, bon, alors moi, ce que je reproche le plus au film, c'est que cinématographiquement, c'est juste catastrophique, c'est juste horrible. Il y a énormément de moments qui sont entrecoupés de ce que Elliot appellerait des moments très rares dans le cinéma et qu'on n'a jamais vu, des interludes musicales, donc qu'on ne retrouve apparemment que dans 28 ans plus tard, mais qu'on retrouve aussi dans le rêve américain. Des moments où en fait, on va juste, ok, on sait pas trop raconter, le film s'étend sur pas mal de temps, et donc du coup, on va mettre un montage assez dynamique sur une musique. Oui, mais 28 ans plus tard, c'est pas ça. 28 ans plus tard, c'est on fait une pause, on filme un paysage avec de la musique, c'est autre chose. Ok. Et bah en tout cas, là on a plus un moment, on va dire clipesque. En fait, on va montrer une suite d'images avec une musique. Et ça, le film le fait beaucoup, mais parce qu'en fait, il filme rien. C'est pas un film de cinéma, tu vois. Les mecs, à un moment, ils disent ah bah comment on va filmer ça ? Bah juste, je sais pas, on va faire un clip. Ah ouais, ok, d'accord, bien vu. Donc ça, je c'est me juste. demande si Anthony Marciano vient pas du clip, parce que même il va tenter parfois des mouvements de caméra qui sont hyper mais là hyper aussi visuels, et du coup des moments de caméra, et c'est des trucs que je reproche, enfin vraiment, t'as des zooms, t'as des trucs hyper dégueulasses, des effets numériques faits en post-prod qui sont vraiment ça, c'est pas des trucs qui fameux. passent en clip parce que t'as Ouais, de la voilà. musique, ça, t'as du rythme et tout, et Exactement. là tu passes d'un chant contre chant c'est classique, et d'un coup t'as une sorte de zoom comme ça, trop d'étrange. Bah ouais, c'est clair. Et ensuite, bon, le scénario est vraiment il y a des moments dans le scénario qui sont vraiment compliqués parce qu'en fait, ça se repose toujours sur la même trame, à savoir, on trouve un joueur, on veut le faire signer en NBA, et puis après on essaye de le garder, mais ça rapporte pas d'argent, donc les mecs ils s'enfoncent petit à petit, quoi. Et voilà, et après le problème, comme avec tout biopic, c'est que c'est extrêmement linéaire et prévisible, tu vois. Là où on parlait avant de Marty Supreme qui déjouait toutes les attentes, en fait il essaye de déjouer un film comme Le Rêve américain, où là c'est clairement voilà, les mecs ils partent de rien, hop, ça va progresser un petit peu jusqu'à faire la boîte, jusqu'à percer, etc. Et c'est comme ça, tu peux voir tout venir à l'avance. Il y a un moment qui est juste un espèce de gros coup de com' où Raphaël Quenard il va écrire un nom au dos d'un dessous de verre, et tu te dis je sais quel nom ça va être, enfin, mais c'est l'enfer. Mais la manière dont il le filme à la fin, je me dis en fait donc vous faites quoi, vous faites la pub pour les deux agents là, en fait, c'est ça, Pour moi ça faisait genre Avengers, tu vois, mais genre oui, là c'est t'as ça. un mot qui apparaît, fan service. Mais oui, c'est ça. Et moi vraiment, il y a des scènes qui sont dans le top 5 des trucs les plus cringe que j'ai vu au cinéma. Il y a un moment où en fait ils vont essayer de choper un gars qui sélectionne les joueurs qu'on va pouvoir voir jouer pour arriver à la draft. Ils vont suivre le gars, ils vont le suivre dans un restaurant avec toute sa famille, etc. Raphaël Quenard, il va faire semblant de prendre un coup de fil en disant ouais, je suis agent de joueur, etc. Je veux placer mon truc et tout. L'autre lui dit à côté, gros, j'ai très bien compris ce que tu faisais. Parle-moi sérieusement. Et donc là, il lui dit ah non mais le gars lui dit mais où est-ce que je peux le voir jouer, votre gars? Il dit là, il est de l'autre côté de la fenêtre. Et t'as le basketteur qui est là, qui fait des. Oui, non, mais c'est cringe, mais c'est voulu pour être cringe, parce que le gars il dit. Bien sûr, c'est voulu pour être cringe. Mais moi, je suis là dans mon siège comme ça, en train de me dire. C'est ça qui est marrant, du coup. C'est marrant, moi je sais pas. En tout cas, le tempo comique pour moi, à mon avis, il y est pas. Moi, t'es là, je suis comme ça dans mon siège. Pour moi, c'est du mauvais goût, tu vois, de dire ok, bon, putain. Et donc le film joue pas mal là-dessus. C'est dommage parce qu'il y a plein de moments comiques qui m'ont fait rire dans l'abondance, par exemple, où à un moment ils recrutaient des gens et pour leur agence qui commence à croître. Et t'as juste ces scènes là, je trouve, qui sont plutôt drôles, mais sinon le film est pas drôle, hein. Le film, moi, enfin là tu prends ces deux gars, a priori c'était pour me faire rire un peu, pour avoir ce truc cette aventure entre deux gars, et que tu puisses rire pas mal. Je pense que c'était l'idée du film, mais moi à aucun moment le film me cringe plus qu'il ne me fait rire, quoi. Alors moi j'y allais comme Lucas, avec beaucoup d'appréhension, parce que en fait, c'est surtout les grosses comédies françaises, c'est pas trop ce qui me parle le plus. Et je suis assez étonné parce que effectivement, cinématographiquement, en termes de mise en scène, c'est très simple. C'est moins un. On peut se mettre d'accord sur dire que c'est très classique, hein. Vraiment, c'est très très simple. Il y a une belle photo quand même. C'est pas juste filmé. je pourrais. C'est-à-dire quoi une belle photo?
des images avec des lumières qui sont intéressantes, qui c'est pas juste du tout plat tout le temps. Après, il y a plein de parties où les personnages, par exemple, moi j'aimais bien la scène où au moment c'est un peu dans le dur et t'as Raphaël Quenard qui se doit de prendre des tafs en plus, qui fait plein de. Oui, parfois t'as des merde, plans et puis qui qui se sont retrouve tout seul à bosser dans les trucs. Ouais, mais ça, c'est non, encore, mais il y a des plans qui sont encore un truc du clip où vraiment là, t'enchaînes les plans, musique, etc. Et ouais, je sais pas. Ce que je veux dire, c'est que en termes de mise en scène, c'est vraiment, ça, vous avez rien analysé, quoi. C'est, il va illustrer ce qui se passe. Donc, pour moi, je me disais, bon, c'est pas très intéressant. Et au fur et à mesure, enfin, je méprisais le film pendant que je le regardais. Mais sauf que je me suis rendu compte que j'esquissais des sourires. Et parfois même, je rigolais. Alors que, a priori, je détestais l'objet qui était devant moi. Et au fur et à mesure, en fait, je m'attache à ces deux gars, et c'est parce que, ça vient de Jean-Pascal Zadi et Quenard. De fou. Ouais, comme ils sont potes dans la vraie vie, je trouve leur alchimie, elle fonctionne vraiment bien. Et moi, les moments qui vont me faire rire, c'est pas trop les moments où ils vont faire des gags avec des blagues très préparées. Ça va être vraiment juste comment ils vont se répondre, juste quand ils vont dialoguer ensemble. Genre, ça va me faire rire. Et je trouve que, c'est là où le film est vraiment le plus fort. Et aussi, je redoute la forme biopic, un peu comme Lucas maintenant, quand on parle de gros artistes. Par exemple, là, il va y avoir Michael Jackson. Bon, je m'attends à ce qui va se passer. Là, pour le coup, le film a quand même un parti pris qui est de rendre accessible le basket. Alors qu'en France, nous, le basket, c'est pas quelque chose qu'on regarde. Moi, je connaissais absolument rien de basket. Et il y arrive. Moi, je ressors en sachant ce que c'est la draft, en voyant à quoi sert un agent de NBA. J'ai même que 2-3 noms d'équipe, quelques joueurs, alors que je connaissais rien du tout. Et moi, quand je compare par exemple avec Mercato, le film avec Jamel Debbouze, c'était un peu le même pari, c'était de prendre un agent de joueur, mais dans le milieu du football, et j'avais rien compris, il me sortait des trucs, c'était un peu délirant. Là, je sens qu'il y a un vrai amour du basket, qu'on veut vraiment transmettre quelque chose, et en plus, faire un biopic, donc aussi grand public, aussi, une grosse production comme ça sur ces deux gars, c'est mettre en lumière des gens qu'on a tout le temps invisibilisés en France. C'est des gens qui, un peu comme dans Marty Suprême, tu vois, qui étaient des hyper stars aux États-Unis, mais qui en France, c'était personnes qui coulaient sous les dettes, et les mettre en lumière comme ça, je trouve que c'est un beau geste de la part du public. Je sais pas si c'est un beau, je pense que c'est quand même bien intéressé, les gars, parce que surtout que ces gars-là, on les aurait pas filmés s'il y avait pas découvert Victor Wembanyama, quelques années plus tôt. Ce que je veux dire, c'est que c'est surtout pour ça, parce que Wembanyama, ça a été un phénomène mondial. Même si vous connaissez pas le basket, vous connaissez le gars, quoi. Oui. Donc c'était le numéro 1 à la draft et tout le monde en a entendu parler. Et s'il y avait pas eu ce gars-là, alors qu'il y a eu des gars avant qui sont draftés, le truc, ils ont drafté 4 mecs en une seule draft et personne ne savait. Oui, mais c'est ce que je dis. Ouais, là, personne ne savait. Il a fallu le numéro 1 de la draft pour qu'on connaisse les gars. Ouais. Mais le film est pas arrivé comme ça en mode on va vous faire découvrir les petits agents là. Non, mais fatalement il le fait parce que moi avant le film je ne connaissais pas ces deux gars là. Ouais. Et du coup prendre ce point de vue là, moi je trouve ça assez chouette et puis même aussi c'est ce que t'as dit, il va pas tomber dans une forme de biopic non plus déjà vu. Toute la partie où ils vont réussir en fait, où ils vont devenir hyper riches, je sais pas s'ils deviennent hyper riches, mais en tout cas toute cette partie là où ils réussissent et ils sont au sommet. Et là, on va nous faire un petit texte, on va nous dire, là, ils vont réussir. Et nous, on va vraiment se concentrer sur le moment où ils vont galérer. Et moi, c'est ce qui m'intéressait. Et du coup, je vois concrètement comment ils ont fait pour arriver au sommet. Pendant plus de 10 ans, quoi. Ouais. Et ça, bien joué, parce que souvent, les biopics, ça va, en fait, c'est un peu, de manière linéaire, tu vois, ils vont réussir à fonctionner, ils vont réussir à réussir. N'importe quoi ce que je dis. ils vont réussir, mais ça, tu vas pas vraiment comprendre pourquoi. Et là, c'est très concret, quoi. Oui, alors ça va être comment on appelle ça, ils vont monter puis redescendre. Ça s'appelle en anglais un rise and fall. Un rise and fall. Souvent, ça va. C'est une petite minute anglais avec Jade. Et c'est juste un rise. Certains instants, il me surprend quand même. Ça arrive genre 2 fois, mais genre il y a un moment où ils vont accompagner un joueur qui s'appelle Didier, je crois. Ouais. Et le biopic normal, il t'aurait montré que Didier, il est pris en draft et puis voilà, c'est leur premier succès. Sauf que non, ils vont rater. Ils vont rentrer en France et là tu te dis ah ouais merde, est-ce qu'ils peuvent réussir? Et vraiment, je me suis posé cette question. Néanmoins, forme très classique, très simple qui me saoule, et la musique, moi, elle me saoule, genre musique inspirante, piano MP3, ça me voilà. Vous prenez tous les discours d'entrepreneurs en podcast, vous voyez la musique en fond, c'est la musique qui est dans le film, et ça me gêne un peu. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait quelque chose à faire, effectivement. L'histoire était. Et il y a juste un truc, que je voulais placer en point positif. C'est assez rare, mais en fait, là, dans le film, on nous montre que si les gars ont pu s'endetter, etc., c'est grâce à la femme de Bouna. Carrément, ouais. Et ça, ils la mettent quand même pas mal en avant. Et j'ai trouvé ça vachement bien.
et très honnête. Ouais, ils auraient pas Même réussi cette sans relation sa femme. qui est belle en fait. Tout à La fait, relation entre les personnages, tous les personnages, est super intéressante. Et puis c'est poussé pour le rêve, évidemment, mais c'est vrai que toute cette partie-là où justement ils accompagnent le joueur pour leur première draft, première espérance, t'as tout est là. Tu te dis putain, ils ont tout donné, les mecs, ils ont tout fait pour accomplir un peu ce qu'ils devaient faire. Et là, t'arrives grosse désillusion. Et puis au fur et à mesure du film, mais ouais, tout cet attachement émotionnel qui fait qu'à la fin, putain, je suis ému pour eux. J'ai l'impression d'avoir vécu une partie de ça. Et je me dis, ah putain, ok, là, ça y est. Je sentais la fin du film arriver. Mais c'est là, ça y est, ils ont enfin les lauriers. Ils récoltent tous les lauriers qu'ils espéraient. Par contre, juste moi dans ma salle, c'était bien rempli. Les gens riaient bien. Enfin, franchement, c'est hyper accessible en vrai comme film. Donc voilà, si vous allez 2 fois au cinéma par an, a priori, vous passerez pas un mauvais moment, quoi. Complètement, ouais. Donc voilà. Et on finit cet épisode par du micro-organisme mutant et des agents antibioterroristes avec Cold Storage. Ce machin-là, il se propage. Tu te fous de moi? Je tiens à dire juste que Lucas et Jade se retirent du podcast pour cette critique. Jade On est a retirée depuis un moment. on a rien à voir. Vu la moue lâchée rien par les à deux voir. Baltar là. On n'a rien à voir avec cette décision de parler de ce film. On se désolidarise, On se désolidarise complètement de cette partie-là du Ils podcast. seront pas payés cette semaine. Ouais, c'est ça. Ouais, ils seront pas, On ne sera pas payé. Ok, Ils seront très pas bien. On payés sera pas cette payé semaine. sur cette partie du podcast. Il y a pas de souci. Au pire, nous on parle de Cold Storage et vous en même temps vous parlez d'un autre film et ça va être Et en même temps, inaudible. littéralement, pendant que vous parlez. Littéralement. Non, on va juste se désolidariser. Trop compliqué. Désolidariser. Comme il a dit, monsieur là. Désolidariser. Voilà, c'est super simple en fait, comme vous le dites. Lorsqu'un micro-organisme mutant s'échappe d'un laboratoire, 2 employés et un ex-agent anti-bioterroriste doivent survivre à une nuit chaotique pour pouvoir sauver l'humanité. Au casting, Joe Keery, Georgina Campbell et Liam Neeson. Du coup, on n'est que 2 à avoir vu ce film, Romain et moi. Romain, qu'est-ce qu'on en pense de Qu'est-ce cet qu'on en objet pense de cinéma? Ah, alors, à la fois, c'est très grave ce que j'ai vu, mais j'ai quand même Et en même temps, rigolé. c'est la meilleure chose Et que genre, t'aies en jamais tout cas, vue. j'ai ultra rigolé parce que c'est n'importe quoi en fait. Le film, c'est du n'importe quoi. Il y a tous les plus gros red flags d'un film qui puissent exister. Tu vois, et t'as genre 15 fois les mêmes scènes qui repassent en boucle. Tu t'attends à tout ce qui va se passer, mais t'as Liam Neeson qui est là avec un dos cassé. C'est beau. Moi, je trouve En fait, ça. Le film, alors moi, au début, j'étais vraiment emballé sur la scène d'intro. En gros, la scène d'intro, t'as des agents anti-bioterroristes qui arrivent dans un village. On nous dit, il y a un virus qui s'est échappé et ils vont essayer de chercher des gens, essayer de comprendre ce qui se passe. Et même nous, en tant que spectateurs, tu ne sais pas trop ce qui se passe. Et ils jouent pas mal le mystère sur quel est le mode de propagation du virus. Enfin, c'est pas un virus, c'est un champignon. C'est la même chose que dans comment ça s'appelle, The Last of Us. L'idée, c'est que le champignon, il te bousille le cerveau pour que tu ailles en hauteur et que tu te fasses exploser, comme le cordyceps, quoi, globalement. Et en fait, le début, il assume vraiment un côté pas série B, série Z. Vraiment, le début, ça commence par un texte dans un style d'écriture ultra rétro, ultra kitsch, en te disant le contexte. Et après, on te dit ce cauchemar est vraiment arrivé. Et t'as une météorite qui détruit le titre en 3D avec des. Enfin voilà quoi. C'est un vrai truc geek. C'est un vrai. Non mais c'est un vrai objet geek, un vrai objet qui s'assume comme une série Z. Et moi je me dis en vrai des objets comme ça au cinéma, on n'en voit plus beaucoup. Donc c'est trop chouette de se dire viens on fait une vraie série Z, un vrai truc, un vrai film geek qui s'assume et on va prendre des codes ultra geek. Liam Neeson qui arrive et il est une caricature d'un personnage et il retire ses lunettes de soleil à faire on a du boulot ici. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Et du coup, moi, la scène d'intro, je suis grave emballé. En plus, le virus, le champignon, il est ultra crade. La façon dont il se propage, c'est ultra dégueu. Et là, j'ai des frissons au début. Ouais. En plus, il arrive à jouer une certaine tension. Donc, franchement, moi, j'ai été ultra emballé et même je tiens à dire que même s'il va utiliser plein d'outils visuels, genre des FX un peu dégueux, plein de moments, il va passer par des trucs très pratiques et les zombies dans ce film ont souvent une gueule qui est ultra sympa, où ils sont vraiment dégueux.
Et à plein de moments, il va y avoir des scènes d'humour et tout qui sont trop drôles. Je pense à un moment où t'as un zombie et une biche qui vont se regarder avant de rentrer tous les deux dans un centre commercial pour contaminer des gens. C'est des idées qui sont ultra drôles, quoi. Non, mais même, cette scène, c'est n'importe quoi aussi, mais à un moment, il y a des gens qui n'ont rien, qui sont pas encore atteints par le champignon, qui regardent un mec qui est totalement déformé et tout. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Et il a le Covid. Mais tu vois vraiment que le mec, il a sa tête, elle est déformée, il est tout vert, il commence à dégueuler un truc vert. Il dit, bah, il a le Covid, c'est sûr. Et moi, en fait, je prends vraiment beaucoup de plaisir pendant 30 minutes. Et il y a vraiment 30 minutes dans ce film qui sont hyper chouettes. Si vous les mettez bout à bout, c'est le meilleur film de série Z que vous avez jamais vu parce que c'est juste trop drôle, c'est ultra fun. Mais par contre, t'as 1 heure où c'est genre ultra bavard, vraiment le film n'avance pas. Tu te dis mais je comprends en fait, je connais déjà le truc et du coup t'as envie de voir juste plus de scènes fun. Et après quand t'as des scènes fun qui arrivent, tu t'es trop content. T'as un chat qui s'empale la tête sur un poteau électrique et tu te dis mais c'est hyper marrant. Et en fait après tu retombes dans du dialogue, du truc qui me saoule. Et un autre point pour lequel je suis pas très content, c'est que un film de série Z, il se dit ok, bah moi j'ai mon concept, c'est un champignon, voilà, qui se propage. Et bah le vrai film de série Z, il va pousser jusqu'au bout son concept et il va mettre des règles. Et là, le champignon, et bah il se contredit plein de fois. En gros, on nous dit qu'il se propage ultra facilement par l'air, par le contact avec la peau. Si quelqu'un te vomit dessus, ça y est, t'es contaminé. Même à un moment, il dit s'il touche l'eau, c'est mort. Voilà, si touche l'eau, c'est mort. Voilà. Et en fait, à plein de moments, genre tu te dis mais pourquoi eux ils sont pas contaminés? En gros, il a pas assez bossé son concept de propagation, ce qui fait qu'à plein de moments j'y crois pas. Je me dis mais là, par exemple le personnage de Jokiri, il a été 35 fois dans une pièce avec du champignon autour. A priori, il est censé être dead, mais alors je comprends pas. Et plein de moments aussi sur la vitesse de contamination des gens qui vont être contaminés. Parfois ça va être hyper rapide et d'autres fois ça va prendre beaucoup de temps pour nous faire jouer une certaine tension. Et du coup je me dis ouais, c'est dommage. T'aurais pu, si t'avais vraiment fixé des règles en te disant bah là en fait c'est 10 minutes, je sais pas, ou la contamination c'est que par des morsures comme dans The Last of Us, bah à la limite j'y aurais plus cru. Là il y a plein de moments où j'y crois pas trop, mais voilà, il y a 30 minutes très très chouettes, quoi. Ouais. Mais voilà, donc 30 minutes très très chouettes, 1 heure de parlotte, le film dure 1h40, voilà, 5 minutes de générique, il n'y a pas grand chose à sauver au final derrière ça. Donc c'est vrai que toute l'intrigue qu'il y a autour, c'est des trucs de déjà vu, c'est qui vont faire des gens qui sont du gouvernement qui vont faire des damage control, qui derrière ont ils trouvent des astuces parce que ils ont besoin de tel objet pour aller faire tel truc. Et donc, et le seul truc un peu intéressant, c'est un peu cette fin avec la fameuse bombe. Je trouve que c'était la chose qui était intéressante où ils ont joué sur un truc qui était pété dans le mécanisme. Et donc, t'avais un peu cette tension-là. Ouais. Ils vont placer une bombe pour faire exploser, irradier la zone pour anéantir le champignon, quoi. Et en fait, tu sais pas trop quand elle va exploser la bombe. Donc, ils essayent de jouer une certaine tension sur ça. Voilà. Oui. Mais sinon, c'est... toute cette partie où les personnages se parlent et donc racontent leur vie, bon, c'est... En fait, il a étiré ça parce que il a senti qu'il avait pas grand chose à raconter avec son truc. En fait, ils ont fait que de parler de leur vie, ils s'échangent des trucs parce que tu essaies d'installer du coup une sensation de romance qui se crée entre les personnages parce qu'ils ont vécu des choses difficiles et amène à ça un rapprochement émotionnel. Mais derrière, en fait, le film a rien à en dire de ça. Il délivre un happy ending qui est attendu, qui est... Oui, il y a un discours sur l'écologie aussi qui est un peu pété, mais... Ouais, enfin, il est très très en sous-texte pour le coup. En fait, je me dis, il aurait pu faire genre 1 heure hyper fun, et en fait, il a voulu étirer pour que ça passe mieux au cinéma, et donc... tu passes par des dialogues, des trucs explicatifs. Ah oui, mais le champignon, il se propage comme ça. Bah oui, mais on sait déjà, ça fait 40 minutes de film. Ils disent 15 fois les mêmes choses dans le film. Le film ne fait que s'expliquer. Après, dès que t'as passé les 30 premières minutes où tu sais ce qui se passe, le film ne fait que rabâcher au final. C'est un film pour les gens qui sont sur Netflix, qui regardent leur téléphone en même temps, quoi. Tu te dis pourquoi ça sort au cinéma si c'est pour avoir en fait les 3/4 des dialogues qui ne font que réexpliquer ce qui s'est passé 10 minutes auparavant.
Donc franchement très déçu. Je m'attendais à un truc un peu plus fun. Ouais, bah comme les Surtout, 30 minutes là qu'on a cité qui bah, sont c'est ça, hyper chouettes, qui sont très accrocheux. qui pour le assument coup, en plus, quand je dis un côté geek, qui assume en plus une vraie culture internet. Ça va faire plein de références à des trucs genre les SCP, les backrooms pour ceux qui connaissent. Genre tu vas avoir littéralement une référence à ça à un moment avec des personnages déguisés comme ça. Donc c'est très chouette de voir des films comme ça. Mais ouais, après voilà, c'est ça, des trop- mécanismes qui sont utilisés et qui n'ont jamais abouti. Par exemple, tu vois, je me dis, t'es dans un complexe militaire avec donc qui s'est réadapté en grand truc de rangement avec des caisses et dans tout partout. Et au final, c'est utilisé quoi sur une scène, ce truc de un peu labyrinthe. Ouais. Qu'au début, les personnages disent, bah ils sont nouveaux un peu dans le truc, donc ils connaissent pas l'entièreté du complexe. Mais au final, ça reste un truc qui se passe une fois, et derrière les mecs ils connaissent par cœur le plan du truc. Ouais. C'est des génies. C'est vrai que il y avait une série qui était le cabinet des curiosités de Guillermo del Toro, et t'avais un épisode, c'est une série anthologique où chaque épisode est différent, et t'avais un épisode où c'était une grosse créature un peu dégueu qui se baladait comme ça dans des complexes de stockage en fait, avec plein de couloirs et tout, et il jouait vachement ce truc de bah tu ne sais pas quand tu vas arriver dans ce couloir s'il va y avoir le monstre ou pas, t'es complètement perdu, comme tout se ressemble, tu ne sais pas où te situer, et ça aurait pu être un truc hyper chouette à utiliser là dans ce film, et en fait il l'utilise une fois, et après au final tu restes dans les mêmes escaliers, dans les mêmes espaces, donc ouais c'est vraiment dommage. Ouais. Donc voilà, un film qui n'exploite pas l'entièreté de ses possibilités et qui est très 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 mal écrit. Voilà, c'était tout pour Cold Storage. Je pense qu'on vous a très incité à ne pas aller le voir. Et on termine cet épisode par de l'amour, car c'est l'heure des recommandations. Qu'est-ce qu'on a aimé cette semaine ? Qu'est-ce que vous avez adoré cette semaine ? Moi, je peux justement, quand on parlait de biopic, bah là, en fait, ça n'a rien à voir avec ce que je vais dire, mais juste le dernier épisode de Corporate parle d'un truc intéressant, et justement, par rapport aux biographies, on essaye de nous vendre que ah ouais, mais comment lui il a fait tu vois, patron d'Apple pour réussir à faire sa boîte. Bah en fait il avait vu tout avec tout le monde, avant tout le monde, et là dans cet épisode il t'explique justement comment ils arrivent à faire leur entreprise, et en disant bah on va donner leur vrai secret, et c'est surtout grâce à la mondialisation arriver à délocaliser en fait ta main d'œuvre dans des pays où la main d'œuvre coûte moins cher, etc. C'est très intéressant, mais de toute façon leur série est toujours hyper sourcée, hyper documentée, et c'est très divertissant comme truc. Donc vraiment je vous invite à écouter, à regarder plutôt. Voilà, c'est sur YouTube, sur la chaîne Blast. Alors moi du coup c'est un livre très rapide, j'ai pris une éternité à le lire alors qu'il fait genre 100 pages, un truc comme ça. C'est un livre donc édité par l'ADRC, ça s'appelle Un genre à soi, qui est écrit par Judith Beauvalet. Alors Judith Beauvalet on la connaît parce qu'elle avait une chaîne YouTube, les gens la connaissent parce qu'elle a une chaîne YouTube qui s'appelle Demoiselle d'horreur, et qui maintenant elle travaille à écran large. Donc si vous voyez des vidéos d'écran large, bah, vous la voyez souvent. Et du coup ça revient sur le cinéma de genre en France, pourquoi, comment il est arrivé là, pourquoi il en est là où il est, et elle va réunir plein d'interviews de réalisateurs, de producteurs, même de gens qui font des FX, et je trouve ça intéressant de voir les parcours de ces films. On va beaucoup par exemple parler de Grave dans le livre plutôt, et du coup de comprendre comment ces films ont pu exister dans un paysage cinématographique qui ne leur laissait pas du tout la place. Et je trouve c'est assez intéressant voir comment ils ont fait pour faire marcher des films, mais surtout pour les produire. Plein de moments on va passer par la Belgique, par d'autres pays frontaliers, on va essayer de réunir plein d'aides et tout, donc c'est très concret, c'est très informel, mais voilà, moi j'aime plutôt bien, et c'est très court à lire, ça coûte genre 1€ à acheter. Ah c'est vrai. Bah écoute, mais si tu veux, je te le prêterai. Oh, je lui donnerai 1€, et puis voilà, elle sera contente. Moi, ma petite reco de la semaine, c'était, je sais pas si vous avez entendu que Macron disait que les jeux vidéo rendent super violents. Okay. Parce que là, vraiment, c'est quand on tue des gens sur GTA, on a envie d'en tuer dans la rue, donc apparemment. Moi j'ai tué une centaine de personnes déjà. Bah oui, c'est ça, parce que ouais, t'es un 5 gros joueur toujours 5 étoiles. Mais Léo Duff, un youtubeur que j'aime beaucoup, a fait une vidéo dessus qui est très courte, qui dure un quart d'heure, je crois. Et donc, les jeux vidéo rendent-ils vraiment violents? Et donc, je vous invite à aller la voir parce qu'elle est très bien écrite. Ils rendent violents ou pas?
Spoiler alerte, non. Ah, Et mince. c'est là où il dit j'ai joué à GTA beaucoup trop jeune, j'ai joué à Call of Oui, Duty, bah, etc. son discours de fin, il est poignant. Je me retrouve en une partie de ce qu'il raconte. Bah, toute notre jeunesse. Hein. Bah, c'est le collège. Le collège, pour moi, c'était vraiment ça en partie. C'est cette histoire d'avoir des gens à qui parler que tu ne connais pas, tu ne sais pas à quoi ils ressemblent. Tu te crées des liens d'amitié de gens à travers un micro, quoi. Ouais, C'est bah, un truc de fou. Puis surtout, c'est prouvé, il y a eu des études scientifiques sur le fait que les dizaines. Il n'y avait aucun lien, quoi. Des dizaines, voilà. Il y a, Ouais. En fait, il y a un consensus scientifique sur le fait que les jeux vidéo ne rendent pas violents. Ouais. Et Et Macron, pourtant, il il dit, trouve et Macron, toujours, il dit, mais j'attends le consensus scientifique. Mais gros, Il y en a déjà. déni de vérité là. C'est pas déjà le gouvernement. Pour changer, hein, Pour vraiment. changer. Non mais moi je continue à y croire. À chaque fois je me dis Bah, faut peut-être qu'il pas. va pas mentir là. Arrête. Peut-être qu'il va pas mentir. Ah bah si, Eh bah si. Every time hein. Ah, c'est. Serait capable de dire que le ciel est vert. Macron suprême. Macron suprême. Ouais. Putain, le Ah, biopic sur Ken Macron. Twight. Oh, le biopic Vous sur savez qu'on Macron. va, vous savez Mais qu'on tu va sais que vivre ça, assez non, mais tu sais, ça vieux. pourrait être un premier biopic On où va le vivre personnage assez- ne réussit pas à la fin. Tu sais, à la fin, c'est pas une happy ending, c'est. Ah si, bah il aura fait dans 9 ans Fall. de, il aura fait. Ouais, mais c'est le président avec la cote de Et popularité la revient en plus basse du 2032, monde. voilà. Oh non, le comeback. Il va écrire un livre, Macron, il va aller en my prison, God. il va écrire un livre, moi je le sens, je vous le dis. Hein, là, je vous le dis. Allez, on termine cet épisode ici. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous noter. Ah non, on va faire psychologie inversée. Ne nous notez pas 5 étoiles. Surtout pas. Ne faites pas ça. Ouais. Pas ça. Attendez, ne vous abonnez pas et n'écoutez pas les prochains épisodes. Vraiment pas. On vous le déconseille. Voilà. On vous incite. N'allez surtout pas sur le site de Vendredi Ciné et n'allez surtout pas lire les critiques de Elliot Jaco. Et gros bisous tout le monde. À la semaine prochaine. Bisous. Portez-vous Bisous. bien et Bisous. continuez de nous écouter en fait. Voilà. Bisous les pistes.